Les non-dits en direct. Ici, on dit ce que d'autres préfèrent taire. Sans hystérie, sans fioriture. On décortique les déclarations clés, les faits et leurs conséquences, clairement, point par point, pour comprendre ce qui se passe et où ça mène. Si ce format vous plaît, abonnez-vous dès maintenant, mettez un like et laissez votre avis en commentaire. Votre opinion compte. Tu sais, mon point de vue est que le meilleur scénario pour Israël serait une guerre entre l'Iran et les États-Unis, et qu'Israël soit en marge de la guerre, sans être trop impliqué dans le conflit. C'est le meilleur scénario possible. Mais cela ne va pas arriver. Les Iraniens sont trop intelligents. Ils ont dit, et corrigez-moi si je me trompe, mais la déclaration est « Si l'Amérique nous bombarde, nous frappons Israël avec tout ce que nous avons, car nous considérons Israël comme une extension de l'Amérique. Nous ne séparons pas les deux. Si Israël nous attaque, nous frappons les bases américaines parce qu'Israël et l'Amérique sont les mêmes. Notre liste de cibles ne changera pas. Si vous voulez une guerre avec nous, nous bombarderons les mêmes cibles, peu importe qui commence la guerre. C'est juste la vérité. C'est ce que les Iraniens sont dit, et je les crois. Je les croirais. Je crois que si les États-Unis bombardaient l'Iran, Tel Aviv serait renversé cette nuit-là. Donc, il n'y a pas de meilleur scénario pour Israël. Il n'y a pas de. Israël est dans une crise existentielle de sa propre création en définissant l'Iran comme la plus grande menace au monde pour Israël et donc une menace qui doit être éliminée. Ils ont essentiellement permis une seule solution qui est politiquement acceptable, mais c'est une solution qu'ils ne peuvent pas exécuter, qu'ils ne peuvent pas réaliser. Donc ils ont un problème politique. Donald Trump a de la chance de ne pas avoir encore acculé l'Iran dans ce coin-là. À l'heure actuelle, le problème iranien est uniquement nucléaire. Marco Rubio essaie d'en faire un problème de missiles balistiques. Mais oui, je pense que plus les Iraniens disent simplement « Écoutez, vous savez, nous ne voulons pas de guerre, mais la seule raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que nous avons ces missiles qui vous effraient et nous ne les abandonnerons pas. Si vous voulez que nous les abandonnions, vous devez non seulement retirer tous vos porte-avions. Voilà le marché. » C'est ce que je leur dirais. Nous retirerons nos missiles du statut de première ligne et les mettrons en entrepôt. Vous prenez vos porte-avions et vous les mettez au port. Et au fur et à mesure que vous mettrez hors service vos porte-avions, nous mettrons hors service nos missiles. Entre-temps, nous voulons des inspecteurs sur le terrain en Israël pour s'assurer que tous leurs avions ont été limités afin qu'ils ne puissent pas voler sur de longues distances. Nous ne voulons aucun avion israélien capable d'atteindre l'Iran. Et quand on dit atteindre l'Iran, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas aller en Irak pour tirer leurs missiles longue portée. Donc, vous éliminez la capacité de frappe à longue portée d'Israël de manière vérifiable, vous éliminez votre capacité A, et ensuite nous nous débarrasserons des missiles. Ce qui est juste non, parce que tout le reste revient à préparer la destruction de l'Iran. La seule raison pour laquelle l'Iran existe aujourd'hui est son programme de missiles balistiques à longue portée. C'est tout. C'est la seule raison. Et l'abandonner sans exiger d'autres changements, c'est du suicide. L'autre alternative dans le calcul, dans l'équation que nous avons ici en Asie occidentale, est l'évaluation de la part des États arabes avec la Turquie, et ils ont fait. Ils essayaient en quelque sorte de créer un pont entre les États-Unis et l'Iran pour les rapprocher. Et comment jugez-vous leur attitude dans ce sens? Pensez-vous qu'ils sont honnêtes dans leur comportement? Pensez-vous que? Parce qu'après tout, personne, à mon avis, ne serait heureux de toute nouvelle escalade entre les individus en Asie occidentale, entre les États-Unis et l'Iran, car cela serait totalement dévastateur pour toute la région. Il ne s'agit pas seulement de l'Iran et des États-Unis. Toute la région serait en quelque sorte, et vous savez, être d'une manière ou d'une autre dévastée par la guerre, par l'économie de la guerre, les conséquences de la guerre, l'escalade, vous savez, les attaques et tout ça. Pensez-vous qu'ils comprennent, qu'ils saisissent la réalité d'une nouvelle guerre au Moyen-Orient et que c'est pour cela qu'ils essaient de faire cela? Il ne fait aucun doute que si vous êtes un pays producteur de pétrole, vous comprenez les conséquences d'une attaque américano-israélienne sur l'Iran qui s'étendrait à frapper l'infrastructure énergétique iranienne. L'Iran détruira alors la capacité de production pétrolière de l'Azerbaïdjan, la capacité de production pétrolière de l'Arabie saoudite, la capacité de production pétrolière du Koweït. Ils détruiront probablement les Émirats arabes unis, n'importe qui, tout le monde. Ils créeront une crise énergétique. Et donc, vous devez en tenir compte. Les Saoudiens, vous savez, ils essaient de plaire à tout le monde. Nous savons que les Saoudiens ont fait un effort diplomatique concerté pour tendre la main à l'Iran et qu'il y a eu des contacts de haut niveau et ils cherchent à créer de la stabilité régionale. Nous savons aussi que l'Arabie saoudite, à ce moment précis, est dépendante de l'Amérique pour sa sécurité. Ils n'ont pas réussi à s'en détacher.
C'est pourquoi l'Arabie saoudite cherche non seulement un accord de sécurité bilatéral avec le Pakistan, ce qui était une réponse à l'attaque israélienne sur le Qatar, mais maintenant ils envisagent peut-être de l'étendre à la Turquie aussi. Et encore une fois, c'est pour créer une base très solide pour contenir Israël. Vous savez, Israël est le problème et l'Amérique est le soutien d'Israël. Donc l'Arabie saoudite est déchirée en ce moment, donc je pense que c'est très possible parce que j'ai lu certaines choses. Je ne. Il faut faire attention à ce que l'on lit car il y a beaucoup de désinformations qui circulent. Mais vous savez, j'ai lu que les Saoudiens encouragent les États-Unis à attaquer. Je sais aussi que l'Arabie saoudite continue de fournir des bases pour les avions militaires américains. Ils disent qu'ils ne permettront pas que leurs bases soient utilisées, mais ils ont déjà menti auparavant. Et s'il s'agit encore une fois d'une situation où les États-Unis disent « c'est le coup de grâce », c'est-à-dire que nous allons porter le coup fatal, je pense que l'Arabie saoudite, à ce moment-là, dirait « d'accord, faites-le, utilisez nos bases, faites-le, mais tuez-les, tuez-les, tuez-les. Ne les laissez pas survivre et vous devez les tuer rapidement car sinon ils vont s'attaquer à nos champs pétroliers et ce serait une mauvaise nouvelle pour nous. » Donc je pense qu'il y a ce sentiment en Arabie saoudite et peut-être dans d'autres nations aussi. La Turquie est intéressante. Le corridor de Zangezur, vous vous souvenez? Je veux dire, c'était une grande crise entre la Turquie, l'Azerbaïdjan, l'Arménie et l'Iran. Et l'Iran a dit que si vous construisez le corridor de Zangezur, nous ne resterons pas les bras croisés. Nous sommes, vous savez, cela pourrait concerner la guerre et tout ça. Et Tom Barak était là pour pousser cette affaire. Il était simplement, vous savez, le corridor de Trump, le corridor de paix de Trump. Trump mérite le prix Nobel de la paix à cause du corridor de paix dans le Zangezur. Personne n'en parle plus. Personne n'en parle pourquoi? Il se passe des choses intéressantes en ce moment. En Géorgie, la République de Géorgie, en Abkhazie, la République séparatiste, les Russes travaillent très dur pour obtenir cette ligne de chemin de fer, ouvrir. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle va, si vous ouvrez cette ligne de chemin de fer, vous avez une connexion directe depuis Saint-Pétersbourg, l'Extrême-Orient, toutes les lignes de chemin de fer arrivent, et maintenant vous avez une ligne de chemin de fer qui ne passe pas par Bakou et n'a pas besoin d'utiliser la mer Caspienne. Vous avez une ligne de chemin de fer qui descend à travers la Géorgie, vers l'Arménie et vers l'Iran. Et soudain, vous pouvez mettre un train rempli de marchandises à Saint-Pétersbourg et l'amener jusqu'à Chabahar. Et ensuite, il va dans l'océan Indien. Les marchandises chinoises peuvent faire la même chose. Et la Turquie est d'accord avec ça maintenant. Vous voyez, la Turquie cherchait ce corridor qui traverse l'Arménie et entre en Azerbaïdjan pour atteindre l'Asie centrale. Mais la Turquie ne joue plus à ce jeu. Pourquoi? Israël. Et je pense que la Turquie reconnaît maintenant qu'il y a une menace plus grande venant d'Israël et des États-Unis, vous savez, faisant pression sur les États arabes pour un accord de type, vous savez, accord d'Abrams. Israël considère désormais la Turquie. Certains Israéliens ont déclaré que la Turquie est une menace stratégique plus grande pour Israël que l'Iran. Et donc la Turquie change son attitude un peu. Et c'est tout simplement fascinant à observer. J'ai, encore une fois, observé le corridor de Zangezur disparaître. C'est un problème géopolitique parce qu'il y a quelque temps. Vous savez cela, nous en avons parlé avant, où cela allait être une guerre. L'Iran envoyait effectivement des troupes à la frontière avec l'Azerbaïdjan. Personne n'en parle parce que ça n'existe pas. Personne n'essaie de le faire advenir. Ils parlent au lieu d'aller, vous savez, d'ouest en est, c'est du nord au sud, et les Russes font des choses en Abkhazie en ce moment dont personne ne parle. C'est bien en dessous du radar, mais ils travaillent avec les Abkhazes et les Géorgiens pour ouvrir cette ligne de chemin de fer. Parce que c'est un changement de donne. Et je pense que le fait que la Turquie facilite maintenant cela en dit long sur la position de la Turquie en termes de, vous savez, de la géopolitique de la région. La Turquie n'est pas un ennemi de l'Iran. La Turquie est un ami de l'Iran. Ils peuvent rivaliser sur certaines choses, mais la Turquie est un ami de l'Iran. Et je pense, vous savez, la Turquie adapte sa vision géopolitique pour intégrer la possibilité d'une amitié avec l'Iran, et c'est une bonne chose. Je pense que cela profite à l'Iran. Donc, vous savez, nous verrons. Tu dois me corriger si je me trompe. Les négociations devaient-elles avoir lieu en Turquie d'abord, et ensuite ils ont parlé de les déplacer, ou devaient-elles se dérouler ailleurs et ensuite se déplacer en Turquie? Non, c'était censé être en Turquie, à Istanbul, puis ils l'ont déplacé à Mascate, en Oman. Oui. Oui. Ça va être à Oman, si je ne me trompe pas, ça. Ils vont se parler vendredi. Je ne sais pas si ce sera un dialogue direct, même s'ils parlent de se parler directement. Steve Witkoff avec, vous savez, le ministre des Affaires étrangères d'Iran, Abbas Araghchi. Et je pense, Scott, ce qui est arrivé à l'Iran, vous savez, j'ai été en dehors de l'Iran pendant plus de 12 ans, depuis je suis revenu, et j'ai vu ce qui se passait avec cette manipulation interne de l'extérieur. Ils essayaient, vous savez, de manipuler tout ici.
Et vous savez ce qui s'est produit au cours des derniers mois. Quelques mois, vous voyez comment l'Iran se rapproche de la Russie. Maintenant, quand vous voyez le chef du Conseil de sécurité d'Iran, qui est littéralement l'une des personnes les plus proches du guide suprême de l'Iran, aller en Russie, parler avec les Russes, cela, Shamkhani, n'est-ce pas? oui, Oui. c'est Ali Larijani. Il l'était. Oh, Larijani, mais Shamkhani était... Shamkhani est, vous savez, l'un des, vous savez, experts militaires et il a beaucoup d'expertise car il faisait partie. Il était dans la guerre en Irak et il fait partie de ce conseil qui, vous savez, l'un des conseillers du guide suprême. Ali Larijani va à Moscou, n'est-ce pas? Oui, oui. Oui, d'accord, oui. Mais Ali Larijani, il est le chef du conseil de sécurité et il est tellement important et l'un des personnages les plus importants en ce moment. Et vous savez ce qui est drôle, il n'était pas dans cette position avant la guerre éclatant entre l'Iran. Et il est venu et il a changé, vous savez, il a maintenant énormément de pouvoir. Mais ce qui est curieux, corrigez-moi si je me trompe, mais il a été interdit de se présenter à la présidence. Oui. Dans la dernière élection, parce que... Exactement. Oui. Il a été bloqué. Et donc voici un homme qui... Cela vous montre juste la stupidité de l'Occident, que vous savez, vous avez une situation en Iran où, vous savez, les modérés l'emportent et ils commencent à évincer certains des conservateurs de la vieille école et tout. Et encore, vous savez, si j'étais à la CIA dirigeant le centre de mission en Iran, je pense que nous l'avons fermé, mais quoi qu'il en soit, je dirais au président, laissez cela se produire. Ne vous en mêlez pas. Laissez cela se produire naturellement. Nous obtenons les changements en Iran que nous voulons obtenir. Nous n'avons pas besoin de faire la guerre. Et une fois que nous aurons le changement de leadership politique, nous pourrons venir avec la carotte, vous savez, la levée des sanctions, et l'armée sera affaiblie. Nous pourrions alors travailler à réduire la portée des missiles, l'ONU. Nous pouvons obtenir tout ce que nous voulons en laissant l'Iran le faire par eux-mêmes. Non, nous allons les bombarder. Bien. Vous les avez bombardés et Ali Larijani, qui était interdit de se présenter à la présidence, est maintenant l'une des personnes les plus puissantes en Iran, l'une des personnes les plus influentes. Maintenant, je n'ai jamais rencontré cet homme, mais je l'ai étudié. C'est un acteur rationnel. Ce n'est pas un acteur irresponsable. C'est un acteur rationnel, mais je ne le qualifierai pas de modéré ou de libéral, vous savez. Donc, n'est-ce pas son frère, un haut fonctionnaire dans la magistrature? Oui, exactement. Son frère était l'un des... Et il est, vous savez, il est en quelque sorte, il n'est pas du tout libéral, mais il a, en ce moment, vous savez, le point que j'ai soulevé son nom, que son voyage en Russie était si important, à mon avis, parce que cela montre à quel point est le R, vous savez, le lire. La relation entre l'Iran et la Russie se transforme d'une manière que je n'avais jamais imaginée auparavant. Qu'ils arriveraient à vous savez, cette sorte de proximité. Et toi, Scott, comment tu vois les choses? Vous savez, moi, vous vous souvenez, nous parlions du conflit en Ukraine depuis si longtemps, depuis plus de 4 ans. Nous parlons du conflit même avant et après la guerre. Et nous parlions toujours de la façon dont la Russie se rapproche de la Chine. Et nous voyons le même schéma se produire ici en Iran. Je vois que cela se passe, mais c'est juste incroyable de voir, vous savez, les deux pays se rapprocher de plus en plus. Et surtout compte tenu de l'histoire. Oui. Surtout compte tenu de l'histoire. Je veux dire, vous savez, pas seulement l'histoire de, vous savez, à l'époque, le Far West, ou la période coloniale avec la Russie impériale qui déferle à travers la Perse affaiblie. Vous savez, l'occupation soviétique de la Perse de l'Iran pendant la Seconde Guerre mondiale. Et l'effort de certains dans l'Union soviétique, du moins pour détacher le nord de l'Iran et en faire une république soviétique. Et puis, il y a cette animosité générale. Quand j'étais dans les Marines, j'étais affecté à la force de déploiement rapide. La 7e brigade amphibie des Marines en était la composante marine. Et en 1985, nous avons retravaillé la partie renseignement du plan d'opération pour intervenir en Iran, car les soviétiques allaient s'emparer des ports d'eau chaude de Chabahar et Bandar Abbas. Et donc notre plan, vous savez, nous allions faire une opération amphibie, saisir Bandar Abbas, saisir Chabahar, débarquer des forces, etc. Et à cette époque, vous savez, nous avions un dossier de contre-espionnage et il y avait des listes, vous savez, des listes blanches, les bons Iraniens que nous pouvions amener et utiliser. La liste noire, ce sont les gars que nous rassemblons et mettons en prison. Les super gars que nous devons surveiller. Mais vous savez, nous regardions l'Iran, vous savez, comme une nation qui était menacée par l'intervention soviétique. Et les Iraniens l'étaient aussi.
Les Iraniens étaient préoccupés par cela. Que se passerait-il si les Russes prenaient des mesures sur les ports d'eau chaude? Jusqu'en 1978, l'Iran faisait partie du CENTO, l'organisation du traité central avec l'Irak. Ils ont quitté la Turquie. Quand j'étais en Turquie, mon père était conseiller de l'armée de l'air turque. Et vous savez, la connectivité iranienne était là. Nous avions un tournoi de basketball au lycée, le lycée Amer George C. Marshall, et le CSTL, j'oublie ce que cela signifiait. Mais c'est un tournoi où nous invitons. Des équipes de Grèce sont venues, toutes les équipes américaines de lycée de Grèce sont venues, les équipes turques sont venues, et nous avons eu 2 équipes d'Iran, d'Ispahan et de Téhéran. Des équipes de lycée américains sont venues en 1975, 1976 et 1977. Je pense qu'en 77, ils ont peut-être été annulés à cause d'eux. Il se passait des choses. Mais, vous savez, il y avait cette connectivité, vous savez, de style OTAN avec l'Iran jusqu'à la fin des années 1970. La République islamique a brutalement réprimé les communistes en Iran. Était-ce le parti Touda? Vous savez, je veux dire, salut, vous êtes tous en règle, sortez du bois, enregistrez-vous et tout. Merci de vous être enregistrés, arrêtez-les tous et exécutez-les. Merci. Et les soviétiques, c'était comme vous ne pouvez pas faire ça. Donc, il y a cette animosité, cette méfiance, ce genre de... Et encore une fois, si j'étais à la CIA, je dirais, jouez là-dessus. Vous savez, ils n'aiment pas les Russes. Ne les laissez pas s'approcher des Russes. Vous savez, ne laissez pas cela se produire. Et pourtant, nous avons tout gâché. Je veux dire, même quand ils avaient une cause commune. Si vous vous souvenez, au début de l'intervention syrienne pour la Russie, les Russes tiraient des missiles de croisière lancés par avion qui frappaient des cibles de l'EI à l'intérieur de la Syrie. Et ils ont obtenu la permission des Iraniens de les tirer et de faire entrer les bombardiers dans l'espace aérien iranien pour larguer les munitions. Et puis ils ont obtenu la permission d'atterrir leurs avions sur une base iranienne. C'était en 2015 ou 2016 et les Iraniens ont dit qu'ils dégagent d'ici. Nous ne voulons pas d'avions russes sur nos bases. Le peuple iranien a dit non, 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 non. Et cela, vous savez, ça vous dit qu'il y a un ressentiment profond là-bas. Et pourtant, aujourd'hui, c'est exactement le contraire qui se passe. Vous avez des officiers militaires iraniens qui s'entraînent dans des académies militaires russes, allant dans des écoles pour apprendre les différents métiers. Vous avez des ingénieurs iraniens, des ingénieurs industriels militaires travaillant avec les Russes dans diverses usines, apprenant des choses. Vous avez des Russes qui viennent et qui apprennent des Iraniens. Vous avez des délégations militaires qui rencontrent d'autres militaires. Et la chose la plus importante est que vous avez un accord stratégique de sécurité qui a finalement été ratifié par les Iraniens. Je veux dire, j'adorais quand tout le monde en juin disait « Pourquoi les Russes n'aident-ils pas ?» Parce que les Iraniens n'ont jamais ratifié l'accord. Donc peut-être que les Russes ne peuvent pas aider parce qu'il n'y a pas de cadre légal pour le faire. Maintenant, ce n'est pas un accord de défense mutuelle. Vous savez, la Russie ne va pas venir et entrer en guerre contre les États-Unis ou Israël s'ils bombardent. Mais lisez entre les lignes. Comment les Iraniens ont-ils désactivé Starlink? Tout seuls. Ou ont-ils été conseillés par des personnes ayant une expérience dans la désactivation de Starlink? Y a-t-il une relation de renseignement, une relation de sécurité? Il n'y en avait pas en juin, parce que les Iraniens n'avaient pas ratifié l'accord. Aujourd'hui, il y en a une. Et si j'étais un parieur, je parierais beaucoup d'argent sur le fait que les Russes travaillent avec les Iraniens pour les aider. Manipuler Starlink, désactiver Starlink, suivre Starlink, recueillir des renseignements de Starlink, tout cela, je pense que les Russes les aident également de d'autres manières. Je veux dire, vous savez, les Russes ont des capacités spécialisées de collecte, et quand les États-Unis font voler un bombardier B-2, et rappelez-vous, les États-Unis ont fait voler des bombardiers B-2 dans la région pendant longtemps, mais ils ont envoyé un groupe de frappe en Iran qui était prévisible parce qu'ils ont tout raconté aux Iraniens. Et pensez-vous que les Iraniens en ont parlé aux Russes? Oui. Et pensez-vous que les Russes l'ont recueilli? Oui. Et maintenant, les données qu'ils ont recueillies, les données sur le profil de vol de ces appareils, selon moi, ont été transmises aux Iraniens et ils sont en train de développer des solutions. Une des choses dont Donald Trump doit vraiment s'inquiéter est que si vous amenez des bombardiers B-2 dans l'espace aérien iranien, vous pourriez perdre un bombardier B-2 parce que les Iraniens ne sont pas stupides. Souvenez-vous, ce sont eux qui ont détourné la bête de Kandahar. Vous savez, ce grand drone ressemblant à un B-2 qui volait depuis Kandahar et était au-dessus de Mashhad, essayant de photographier les sites d'enterrement souterrains secrets où le gouvernement iranien se cache lors de crises. Eux, ils l'ont détourné. Vous voyez ce que je veux dire? Nous n'avons pas besoin d'entrer dans les détails, mais vous savez,
la chose est contrôlée depuis le sol, prise en l'air, et ensuite il y a une période où les contrôleurs au sol la transfèrent à un satellite pour des contrôleurs au Nevada qui la pilotent. Maintenant, tout est fait avec cryptage, ce qui signifie que vous devez avoir le package de cryptage à jour de la NSA. Cela change tout le temps. Les Iraniens le suivaient au départ, ont compris tout le processus de transfert et le suivaient pendant qu'il était transféré. Et ce que les Iraniens ont fait, c'est intercepter le signal de transfert et le prendre en charge et le piloter jusqu'en Iran. Et waouh, ils sont assez bons. Les Iraniens sont parmi les personnes les plus intelligentes du monde dans ce domaine. Ils observent les États-Unis depuis longtemps. Allez, Amérique, comprenez, tout ce que nous avons fait en Irak, tout ce que nous avons fait en Syrie, les Iraniens observaient. Tout ce que nous avons fait en Afghanistan, les Iraniens observaient. Ils savent tout, et ils sont prêts. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas des choses qu'ils ignorent. Bien sûr que si, évidemment. Cela ne signifie pas que ce sera facile dans un sens ou dans l'autre, mais quand vous dépensez autant d'argent pour un avion, j'oublie le prix d'un B2, mais c'est beaucoup. Vous savez, vous ne pouvez pas vous permettre d'en perdre un ou deux abattus. Et mon inquiétude est que si les États-Unis essayaient de répéter ce groupe de frappe, les Iraniens pourraient être capables d'abattre un ou deux bombardiers B2. Parce que les Russes les ont aidés, parce que les Chinois les ont aidés. Il se passe beaucoup de choses en ce moment, beaucoup d'informations circulent. Un aspect clé de la survie de ces systèmes d'armes est leurs caractéristiques furtives. Mais lorsque les caractéristiques furtives sont recueillies par des nations capables de les collecter et que des solutions sont dérivées, les Iraniens sont entièrement capables de peut-être développer leurs propres solutions au problème B2, mais ils sont définitivement capables de comprendre les solutions données par les Russes et les Chinois et de faire les ajustements nécessaires ou de recevoir du matériel spécialisé. Les Russes ont peut-être fourni du matériel spécialisé qui est capable de suivre des avions furtifs. Donc ce n'est pas l'Iran de juin 2022. Je pense que l'Iran est un Iran complètement différent aujourd'hui et une grande partie de cela est parce qu'ils ont maintenant cette grande relation avec la Russie. Et ce n'est pas seulement militaire, ils parlent de politique. Je pense, encore une fois, vous savez, je ne suis pas iranien, donc vous savez, qu'est-ce que ce serait pour moi de dire que quelqu'un a fait une erreur, mais vous savez, Raisi, je crois, il était le président qui est mort dans l'accident d'hélicoptère, n'est-ce pas? Ouais, exactement. Il était à fond sur les BRICS. Je veux dire, si vous vous souvenez, les Russes allaient organiser la conférence des BRICS à Kazan, les Iraniens allaient y participer, et c'était comme aller au casino à Vegas et apporter tout l'argent parce que vous savez que vous allez gagner, et ils étaient prêts à le faire. Ils se sont fait écarter. Le nouveau président, le nouveau ministre des Affaires étrangères, ils ont reculé. Ils ont pris du recul là-dessus. Du coup, le sommet des BRICS à Kazan n'a pas été à la hauteur de ce qu'il aurait pu être parce que l'Iran a reculé. Et ensuite, bien sûr, il y a eu celui au Brésil qui a encore plus perdu en impact. Freiné, non pas en termes de stupidité, mais freiné en termes de potentiel de performance. Je pense que les Iraniens sont aujourd'hui en train de prendre conscience de deux réalités. L'Occident n'est pas votre ami, il ne le sera jamais. Désolé. Deuxièmement, la Russie est votre ami et veut l'être, et les Chinois aussi. Si les Iraniens peuvent se détacher avec succès de l'Occident auquel ils ont été attachés si longtemps et effectuer ce pivot vers l'Est, je ne vois que de bonnes choses pour l'Iran. Je vois de bonnes choses économiquement, je vois de bonnes choses géopolitiquement, mais cela va nécessiter que les Iraniens changent leur état d'esprit. Vous savez, et c'est difficile parce que vous avez ces immenses diasporas en Occident, en particulier la diaspora américaine, qui maintient la connectivité avec l'Iran, et vous l'avez dit plus tôt, vous avez parlé, vous savez, de l'opération de guerre, de l'information qui a lieu, la propagande. Vous savez, maintenant que l'Iran a de bonnes relations avec la Russie, ce que je conseillerais, et peut-être que vous pourriez les aider, il y a un type nommé Andrei Ilinetsky. Il est ancien, il est lieutenant général, il était conseiller de Shoigu, et il a développé jusqu'à maturité le concept de guerre mentale. Et la guerre mentale est des techniques de guerre hybrides utilisées pour effondrer une société de l'intérieur, culturellement, intellectuellement, psychologiquement. Et pour cela, il faut avoir de la connectivité, un flux de données. Le peuple iranien doit comprendre ceci, que la CIA, le MI6 et le Mossad utilisent votre connectivité pour vous détruire de l'intérieur. C'est ce qu'ils font. Je juste, encore une fois, pour s'amuser, pourquoi ne faites-vous pas une enquête sur tous les professeurs à Téhéran, toutes les universités de Téhéran qui sont partis? Quand ces manifestations ont commencé, qui a décidé qu'ils ne voulaient plus vivre en Iran? Et demandez-vous pourquoi ils ne voulaient plus vivre en Iran?
Et ensuite, demandez-vous pourquoi tant de leurs étudiants étaient impliqués dans la violence. Parce que la connectivité que l'élite pro-occidentale en Iran a créé une vulnérabilité. Je sais que les services de sécurité iraniens sont au courant de cela, mais il fut un temps où les Iraniens pouvaient voyager librement en Europe et assister à des conférences. Et ils ont été fortement recrutés lors de ces conférences. Ils ont été très activement recrutés. Et puis ils sont revenus et ont utilisé leur influence dans les universités pour recruter des gens aussi. Des gens qui croyaient encore à l'idée que l'Occident est votre ami et que si vous pouviez simplement neutraliser ces sanctions conservatrices pourraient être levées et l'économie pourrait prospérer et tout serait formidable. Ça va juste conduire à votre chute. Si le gouvernement iranien, le peuple iranien permet que cette connectivité ait lieu, une guerre mentale est menée contre vous quotidiennement, travaillant à vous effondrer de l'intérieur. Vous savez qui ne mène pas de guerre mentale contre vous? Les Russes et les Chinois. La réponse est tellement évidente sur ce que l'Iran doit faire ici. J'ai utilisé cela avant et je ne veux pas insulter les Iraniens, mais je l'appelle le syndrome du conjoint abusé. Vous voyez, la femme qui se fait battre par son mari, mais qui revient toujours parce qu'elle croit qu'il l'aime. C'est l'Iran et l'Occident. Nous vous battons et nous vous battons et nous vous battons et vous continuez de revenir parce que vous pensez que nous vous aimons. Nous ne vous aimons pas, nous vous détestons. Nous vous méprisons. Je veux dire, un mari qui bat sa femme déteste sa femme, méprise sa femme, n'aime pas sa femme. Les États-Unis détestent l'Iran, vraiment. Une haine viscérale pour l'Iran. Nous ne respectons pas votre culture, nous ne respectons rien. Votre religion, votre langue. Nous ne respectons aucun aspect de vous. Nous vous rabaissons encore et encore. Et pourtant, les Iraniens continuent à venir en Occident, à se tourner vers l'Occident. C'est le syndrome de l'époux abusé. Vous devez vous libérer de cela. Vous devez reconnaître que les États-Unis sont votre ennemi, pas votre ami. Et cela ne va pas changer pendant très très longtemps. Et ensuite, vous vous faites de nouveaux amis, de meilleurs amis. Et je pense que la Russie et la Chine sont vos meilleurs amis. Dans le bruit des écrans, les ombres font la loi. Des titres qui s'allument puis s'éteignent sans voix. On lit entre les lignes, on suit le fil discret. Les mots qu'on n'a pas dit, les gestes qu'on promet. La nuit porte des preuves, des signes à moitié. Un chiffre, une image, un regard détourné. Si tout semble clair, c'est peut-être un décor. Nous on cherche la faille et la vérité dehors. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers. Et le réel surgit. Des promesses en coulisses, des mains sous la table. Des versions officielles, trop lisses, trop hables. On compte les secondes, on suit les trajectoires. Les cartes se déplacent et changent d'histoire. Un port, un ciel chargé, un message chiffré. Des alliances qui craquent, des pactes déchirés. Si l'info te traverse comme un courant sans fin, ici on la ralentit pour voir ce qu'elle peint. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers. Et le réel surgit. On ne vend pas des peurs, on cherche des repères. On sépare le bruit des faits, la scène du mystère. Chaque phrase a son prix, chaque silence un poids. Mais la vérité respire quand on tient le cap droit. Regarde bien la trame, derrière le spectacle. Les détails sont des clés et les angles des actes. Si tu veux comprendre au lieu de simplement croire, reste avec nous, on remonte le miroir. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers. Et le réel surgit.